Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition de Dialogue avec. Ce soir, nous avons un invité spécial, Madame Miyoto Liolo. Je pense qu'elle est déjà connectée. Bonsoir, Madame Miyoto. Bonsoir, Patricia. Comment ça va? Très bien, vous-même. Ça va bien, merci, merci. Donc, je disais, Madame Miyoto est entrepreneure culturelle, dévouée et passionnée par les arts et culture. Je vais m'arrêter là, je vais la laisser se présenter un petit peu plus tard. Mais en attendant, je vais présenter les autres participants, en tout cas nos participants itinérants qui sont avec nous chaque semaine. Donc, on a Benjamin Umba qui est basé en Allemagne. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Patricia. Bonsoir, Benjamin. Bonsoir, Madame Yoto. Bonsoir. Nous aurons aussi avec nous aujourd'hui le Père Jean-Pierre. Le Père Jean-Pierre basé en Italie. Bonsoir Patricia, bonsoir Madame Miyoto, bonsoir Monsieur Benjamin. Bonsoir, bonsoir mon père. Bonsoir mon père, merci encore de me prêter votre micro. C'est un grand honneur pour moi, j'aime le rappeler en tout cas chaque semaine, chaque mardi j'en parlerai, mais c'est très important. Nous aurons aussi avec nous Yves Cacha d'Espagne, mais qui va nous rejoindre un peu plus tard, parce qu'il n'a pas pu se connecter directement. Donc on va commencer. Donc je disais que Madame Miyoto Liolo est entrepreneure culturelle. Elle est passionnée et dévouée des arts et cultures. Donc, elle va nous parler un petit peu d'elle-même, faire sa propre présentation. Et puis, à partir de là, nous allons poser des questions et puis faire le déroulé de l'émission. À vous, Madame Miyoto. Merci pour la parole. Merci Jean-Pierre. Merci Benjamin d'être connecté. Alors, qui suis-je? Je suis quelqu'un d'hybride, j'ai envie de dire, qui a toujours été entre plusieurs mondes. Et mon monde de prédilection, c'est quand même la RDC, où je suis née, où j'ai grandi. J'ai quitté la RDC dans les années 90 après les pillages pour finir mon cursus de l'école secondaire pour ensuite aller en Angleterre, faire une licence en droit, en histoire et en politique, et ensuite en sciences politiques à Londres, où j'ai reçu un master en sciences politiques avant de partir aux États-Unis, où j'ai commencé à travailler pour Médecins sans frontières dans la communication. Et c'est comme ça que finalement, je suis restée dans la communication et j'ai fait tout mon parcours dedans. Mais j'ai toujours été restée très proche de mon pays, de ma famille, de mon fameux père. Et j'ai grandi dans ce monde de la culture et des arts depuis ma naissance. Et aujourd'hui, je me bats farouchement pour que la culture, les arts et le patrimoine retournent dans l'imaginaire de la société congolaise. Voilà en gros. Merci. Donc, pour résumer, vous avez fait des arts et des cultures votre combat de tous les jours. Mais je voulais savoir comment on fait en fait pour passer de droit, des études de droit, de sciences politiques, et puis ensuite pour se consacrer directement aux arts et aux cultures. Alors, c'est des études poussé, qu'est-ce qui vous a motivé? Histoire et politique qui ensuite sont passés. J'ai fait un master en sciences politiques. Alors, comment est-ce qu'on passe de ça, de ces études à la culture? Déjà, j'ai l'avantage d'avoir grandi dans ce milieu à cause de mon père ou grâce à mon père. Donc, j'ai toujours été dans le milieu créatif. Mais ayant fait un parcours après dans la communication, il faut être créatif pour faire de la communication. Et donc, tout ça, c'est emboîté un tout petit peu naturellement. Et bien entendu, j'ai toujours choisi des positions dans ma carrière qui étaient liées à un aspect de la créativité. Donc, écrire une stratégie de communication, ça demande aussi un peu de créativité en fonction du contexte et du produit que l'on veut, sur lequel on veut communiquer. Et j'avoue que chez moi, ça a été un tout petit peu naturel de faire ça. Ah, et puis après, bien sûr, il faut s'intéresser à toutes ces questions-là pour rester à jour. J'imagine. Alors, j'aimerais que vous nous racontiez vraiment un petit peu comment ça a été votre enfance avec votre père, qui est un illustre artiste congolais que tout le monde connaît, mais je voulais faire une petite présentation de lui.
Mais je vais d'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder une petite vidéo et puis ensuite, on va vous donner la parole. Comme ça, vous pourrez nous expliquer un petit peu dans les détails, un petit peu plus de ce qui est, surtout votre travail en tant que directrice de la Fondation. Je vous laisserai présenter cette partie-là après cette vidéo. En effet, si nous sommes tous réunis ce jour, c'est bien parce que chacun de nous reconnaît la valeur de la culture et des arts pour une nation. Liolo, dont nous célébrons la mémoire aujourd'hui, a été un pionnier qui n'a pas eu froid aux yeux et qui s'est battu pour que son métier de plasticien et de sculpteur soit reconnu comme étant porteur de valeur. Et ce combat reste d'actualité et devrait se poursuivre plus que jamais pour que l'épanouissement du secteur culturel dans ce pays soit réalisé. C'est difficile à dire ça, ce que je pense, parce que les verbes, c'est rien. Mais ce que je sens dans le fond de mon cœur, merci pour l'honneur que vous faites à un artiste. Et vous êtes venu le ressusciter. Il n'est pas mort. Liolo n'est pas mort, Liolo est vivant. Ceci montre bien qu'il est vivant. Mais Liolo, c'est aussi l'œuvre de Liolo. Et l'œuvre de Liolo, elle est universelle. Elle est connue dans le monde entier. Les Congolais ne le savent peut-être pas, mais Liolo est très connu. Je suis le gardien du récit de l'humanité. Je suis l'imam. Je suis le rabbin. Je suis le rabbin. Petit-fils d'un père d'Ivoire, Alpha Liolo est né en 1943 en République démocratique du Congo. L'art est sa passion depuis l'enfance. Cette dernière lui permet d'obtenir une bourse d'études pour l'Autriche. Et il quitte le pays en 1963 pour parfaire ses connaissances en Autriche, après une formation commencée 5 ans plus tôt à l'Institut des Beaux-Arts de Kinshasa. Excellent, super, c'est magnifique. Alors, l'œuvre de Liolo est universelle, comme on vient de voir dans cette superbe vidéo. C'est un court extrait d'une journée porte ouverte que vous avez organisée. Je vais vous laisser en parler un petit peu et puis nous dire un petit peu nous parler un peu de votre rôle dans cette fondation et de nous expliquer un petit peu quand est-ce que ça a débuté et jusqu'à aujourd'hui où vous en êtes exactement. Alors, la Fondation Liolo a été créée en 2012, avant même le décès de Maître Liolo par lui et son épouse, parce que déjà, de son vivant, il avait besoin, et il sentait ce besoin de pouvoir laisser quelque chose à la postérité et surtout laisser un héritage à la société congolaise dans le domaine de la culture et des arts. Donc, en 2012, il crée cette fondation légalement et déjà à cette époque-là, il encourageait les jeunes artistes à venir à la maison, à s'inspirer un tout petit peu, tout en sachant qu'il a toujours fait ça dans son parcours de directeur
général de l'Académie des Beaux-Arts, mais aussi en tant que professeur. Et donc, quand il décède en 2019, moi, je vis à ce moment-là en Autriche et je décide de revenir au Congo parce que je me dis, maman prend de l'âge, tout le monde est un tout petit peu occupé et en ayant ce bagage tant historique, puisque j'ai fait des études d'histoire, cette compréhension aussi grâce à mes études en sciences politiques, mais aussi j'ai dans ma vie professionnelle, ma vie de tous les jours, je suis dans la communication. Je me dis, bah, je vais reprendre les rênes de la fondation pour vraiment asseoir la vision de Liolo et de son épouse par rapport au rôle de la fondation. Donc en 2019, je reviens, je remets un tout petit peu les choses en marche, je les structure, bien sûr, parce que en tant que chef d'entreprise pendant plusieurs années, j'ai ce bagage de gestion de projet, de gestion d'entreprise. Et je commence à redéfinir le rôle et la vision de la Fondation. Malheureusement, le Covid arrive à un moment où on avait commencé maintenant à faire plusieurs journées portes ouvertes et des séminaires, mais le Covid arrive. Donc, il a fallu attendre que cette période se passe et aussi repenser maintenant, encore une fois, le développement de la structure. Donc, aujourd'hui, la vision est très simple. C'est d'abord la préservation du patrimoine Liolo. C'est un artiste contemporain de la RDC qui a plus de 60 ans de carrière. Le constat est assez triste au Congo parce que tous les contemporains de son époque sont quasiment partis dans cette période, ces dernières 10-15 ans. Et malheureusement, il n'y a rien qui est fait pour préserver leur patrimoine. Et on parle de gens qui ont vraiment ouvert les portes du Zaïre de l'époque et de la RDC aujourd'hui au monde entier, au-delà de la musique, bien sûr. Donc, on parle de l'art contemporain, l'art plastique. Et donc, la mission de la Fondation Liolo, c'est de préserver déjà le patrimoine de Liolo lui-même, qui est un grand patrimoine dans cette république, mais également celui de ses contemporains et de faire la promotion de nouveaux artistes. Et donc là, ce sont nos trois objectifs principaux, mais à travers ça, il y a aussi le soutien que l'on peut donner aux autres entrepreneurs. Excellent. Merci beaucoup, Madame Mioto. C'est très intéressant parce que, étant moi aussi à Kinshasa, en tout cas plusieurs fois dans l'année, je me rends bien compte dans notre société, en fait, c'est souvent la musique qui est mise en avant, la musique congolaise qui est mise en avant, avec raison aussi, hein, mais je pense que de plus en plus, et puis surtout dans le passé, nous avons eu vraiment des artistes d'art plastique et des artistes peintres, des artistes, des écrivains, etc., qui ont fait de grandes choses au Congo et malheureusement, après leur décès, leur famille ou bien le pays aussi, le gouvernement n'a pas su en fait mettre les choses en place pour pouvoir perpétuer cet art-là, parce que c'est très important, parce que c'est comme ça que vit aussi un pays, en tout cas selon moi, hein, parce qu'on le voit en Europe. En Europe encore aujourd'hui, on peut se promener dans les églises, on peut se promener dans les musées, et puis on voit des objets d'art, des tableaux qui ont été peints à la Renaissance, qui ont été peints il y a plus de 100 ans. Donc, c'est vraiment important. Donc, j'admire beaucoup ce que vous faites. Ce que j'aimerais savoir, la vidéo qu'on vient de voir, la journée porte ouverte, est-ce que à Kinshasa, on aurait encore l'opportunité d'avoir ce genre de projet? Est-ce que vous envisagez de faire ça? Est-ce que vous avez l'appui du ministère de la Culture, par exemple? Parce qu'on ne parle pas d'un artiste qui vient à peine d'éclore ou bien d'être connu, c'est quand même un artiste connu dont les œuvres d'art sont vraiment connues du monde entier. Quelle est votre vision, en fait? Quelle est votre vision et à quelle porte vous tapez pour pouvoir vraiment faire évoluer, en tout cas, votre mission? Alors, merci pour les questions très pertinentes.
Pour répondre à la première question, nous avons organisé la journée porte ouverte pour commémorer les 5 ans du départ de l'IOLO et nous voulions faire quelque chose de différent parce qu'il y a beaucoup de mythes autour du domaine l'IOLO qui se trouve à Mongafula et qui est en périphérie. Nous voulions rappeler aussi à toute la communauté qui vit autour de nous, qui s'est développée autour de l'IOLO, parce que n'oublions pas que l'IOLO, il arrive à Mongafula en 1970 ou 1970, comme disent les Congolais en général. Et à cette époque, il n'y a rien à Mongafula. Il y a 2-3 villas et l'IOLO avait besoin d'un espace où il pouvait faire fondre sa matière parce qu'il fallait de l'électricité stable, etc. Donc, il décide de s'installer avec son épouse à Mongafula et autour de lui grandit toute la communauté parce que à une époque, nous avions plus de 45 employés. Imaginez un artiste qui a 45 employés en permanence, ça veut dire que c'est quand même un artiste prolifique. Donc, autour de lui grandit Mongafula, mais malheureusement, aujourd'hui, on n'a plus... la communauté a grandi, mais plus personne ne sait exactement qui a fondé un petit peu ce quartier. Et donc, la journée porte ouverte, c'était pour permettre à tout le monde, parce qu'il y a des mythes autour de la vie de l'IOLO, autour du domaine de l'IOLO. Et donc, l'idée, c'était de dire, ben voilà, nous allons commémorer de manière grandiose sa vie et lui rendre honneur. Et donc, dans ce cadre-là, nous avons organisé les journées portes ouvertes, qui ont commencé par des visites guidées. Donc, déjà, la partie officielle, au début, que vous avez vu dans les images, où il y avait les speeches de ses compatriotes, de ses amis, de ses amis d'époque avec qui ils ont fait tous les 400 coups et autres, et aussi les admirateurs et différents groupes de la société. Donc, nous avons fait la visite guidée avec eux. Et l'après-midi, nous avons fait plus que ça. Nous avons organisé une pièce de théâtre qui racontait la vie de l'IOLO. Nous avons organisé des ateliers éveil à l'art pour les tout jeunes. Et nous avons aussi organisé des visites pour les personnes qui voulaient visiter. Le succès était tellement grand, nous avons eu plus de 2000 personnes, que la journée porte ouverte est devenue une journée porte fermée parce qu'il y avait tellement de monde qu'on a dû circonscrire les choses. Et à 17h30, vous savez, il fait déjà noir et on a dû fermer. Et on a terminé par un cinéma sous les étoiles avec 3 films justement pour un peu parler de toutes les formes d'art qui existent, pas simplement de la sculpture, mais également de tout le champ que cela peut représenter. Alors, pour répondre à la question, est-ce qu'il y en aura d'autres? Alors, à partir du mois de juillet-août, nous allons ouvrir tous les week-ends, samedi et dimanche, faire des ateliers d'art pour les plus jeunes. Je cherche des subventions justement pour permettre que ces classes soient gratuites pour les enfants, surtout que nous sommes en périphérie, surtout qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, surtout qu'il faut démystifier l'art, parce que les gens pensent qu'être un artiste, c'est être un fou ou être, je ne sais pas moi, quelqu'un d'illuberlu. Et c'est aussi pour pousser la jeunesse à utiliser leur imaginaire. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate chez les plus jeunes, ils savent vous raconter les tables de multiplication par cœur, mais quand vous leur demandez de parler de quelque chose d'abstrait, dessiner quelque chose d'abstrait, ils ne savent pas le faire. Pourquoi? Parce que dès le départ, on ne touche pas cette partie du cerveau qui est liée à la créativité et à l'abstraction. Et c'est très important pour le développement des plus jeunes. Donc cet été, si tout va bien, tout le mois de juillet et tout le mois d'août, nous aurons des ateliers spéciaux, nous aurons des visites guidées qui seront payantes parce qu'il faut absolument, pour entretenir ce domaine, il faut quand même qu'on puisse avoir des petits revenus pour le faire parce qu'aujourd'hui, tout se fait sous fonds propres. Et en ce moment, nous sommes en train de préparer le recrutement pour les formations des guides qui seront là tout l'été pour répondre aux demandes de visites guidées. D'accord, merci. Donc, les visites guidées seront juillet-août uniquement, hein. C'est pas tout au long de l'année. Non, en réalité, ça se passe toute l'année, mais sous réservation seulement. Parce que le
le problème de formation de guides fait que si vous avez des guides, il faut aussi savoir les payer. Oui, Et donc, bien il sûr. faut aussi les former. Mhm. Pour l'instant, toute l'année, on l'a fait, mais on l'a fait vraiment, les personnes appelées, on peut venir, etc. Et là, on va vraiment être ouvert tous les week-ends, samedi et dimanche. C'est un rendez-vous que vous pouvez déjà annoncer à votre audience D'accord. pour pouvoir accueillir les personnes intéressées par cela. Et pour les enfants, normalement, ça va être gratuit. Je suis en train de travailler sur différentes pistes pour financer cela. Et j'espère que je pourrai y arriver pour permettre à ces enfants de faire autre chose aussi pendant l'été que de regarder la télé ou écouter la Exactement. musique pour Linganda. Exactement, exactement. Merci encore. J'avais aussi, je voulais aussi savoir, en tout cas, ça m'intrigue de savoir si vous avez demandé, en tout cas, si vous êtes adressé au ministère de la Culture, par exemple, ou bien une structure étatique dédiée à la culture au pays pour pousser un petit peu ça ou bien pour vous subventionner? Alors, la bataille avec, j'ai envie C'est de une dire, nos institutions, disons nos institutions politiques, elle est telle que, en règle générale, tout ce qui n'est pas lié à la musique n'est pas intéressant. Et donc, si je vous dis le nombre de dossiers que j'ai déposés au ministère de la Culture à ce jour, je pense que vous n'allez pas me croire. Mais à ce jour, malheureusement, je n'ai pas reçu de convention ou de subvention, disons, du ministère de la Culture. Et pourtant, les dossiers ont été déposés. Il est dommage de constater qu'après autant d'années, nos institutions qui réglementent tout ce qui est lié à la culture dans son fond et à l'art plastique en particulier n'est pas du tout considérée. Et on oublie la force du soft power, parce que la culture et les arts, c'est du soft power. Et on oublie que grâce à ce soft power, on peut faire de la diplomatie culturelle qui peut ouvrir beaucoup de choses et même changer la perception que l'on peut avoir sur notre pays. Et ce genre de stratégie, il faut les comprendre, il faut comprendre l'envergure de la culture et des arts pour pouvoir enclencher cette diplomatie politique et changer en réalité le narratif sur la RDC. Mais aujourd'hui, malheureusement, nos pouvoirs publics n'ont pas intégré cela, ce qui fait qu'on ne voit que la musique, on n'entend que la musique, et malheureusement, les arts plastiques sont mis de côté. Et pourtant, historiquement, ce sont les arts plastiques qui ont ouvert la porte à tous les musiciens qui aujourd'hui sont très connus à l'étranger. Et quand je parle historiquement, je parle des dernières 50 années, je ne parle pas de maintenant. Donc voilà, ça c'est un petit peu le triste constat. Et la plupart de nos soutiens, ce sont des entreprises privées ou des entreprises étrangères qui comprennent en fait la valeur des arts et des cultures. De ce domaine-là, voilà. Parce que j'avais pensé aussi à... Je me disais que peut-être organiser des fundraising autour de peut-être une œuvre spéciale que l'artiste Liolo aurait fait, la vendre peut-être aux enchères, quelque chose comme ça, pour pouvoir lever des fonds nécessaires pour organiser, pour pouvoir structurer les guides, etc. Ce serait bien, parce que je pense qu'il y a beaucoup quand même d'amoureux et des collectionneurs des arts ici. J'en ai rencontré en tout cas plusieurs. Mais je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir, mais moi j'en ai rencontré. C'est une très bonne question. J'ai envie de dire ceci. Pour l'avoir fait il y a quelques années, la notion de vente aux enchères d'une œuvre d'art n'est pas très ancrée dans l'imaginaire de notre société ici au Congo. À l'étranger, ce n'est pas un problème. Mais ici, déjà, il y a le côté un peu égocentrique de nos acheteurs. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont acheté, ou ils ne veulent pas qu'on sache qu'il y a eu une mécanique de vente aux enchères.
Et la dernière vente aux enchères que j'ai faite au Congo ici, en fait, j'avais déjà aligné, je peux vous le dire, c'est déjà passé, j'avais déjà aligné les acheteurs, je savais déjà jusqu'à quel montant ils étaient prêts à aller, et ça s'est passé un tout petit peu comme ça. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, malheureusement, il y a énormément de faux dans le marché noir et dans le marché noir de l'art. Et vous verrez des personnes qui ont pignon sur rue, qui vous diront qu'elles vendent des œuvres originales de Liolo, mais en réalité, ce sont des faux. Et donc, quand ces personnes-là vous bradent les œuvres sur le marché, vous pouvez imaginer que moi, venant avec mon original, on va me dire c'est trop cher, c'est trop ceci, c'est trop ça. Alors ça fait partie des autres batailles d'un point de vue légal. Le jour où j'aurai les moyens nécessaires, j'enclencherai les batailles qui vont avec cela, parce que déjà, les droits d'auteur sont bafoués, les droits de suite sont autant plus bafoués, mais il n'y a rien de pire que de voir des œuvres d'art qui sont signées Liolo ou Damvu ou X ou Y, et vous savez que c'est un faux. Mais la personne va vous dire, mais non, c'est un original. Et elle va même questionner les héritiers qui connaissent toutes les archives de l'artiste et qui ont tous les moules, tous les dessins, etc. et vont même vous mettre en tort et vous raconter des histoires. Et donc là, on revient sur votre question du ministère de la Culture. Qu'est-ce qu'il fait? Parce que normalement, ce genre de choses devait être protégé et devrait être dénoncé. Mais aujourd'hui, imaginez que dans le milieu du marché noir des arts, on raconte que moi, je fais arrêter, du moins la Fondation Liolo fait arrêter les personnes qui détiennent des œuvres de Liolo, que je dis que ce sont des fausses œuvres et que je récupère des œuvres qui sont fausses. Donc, vous voyez à quel niveau les gens sont prêts à aller pour éviter que l'on mette de l'ordre dans le système. Et c'est très dommage parce que j'ai fait arrêter des ventes aux enchères à l'étranger d'œuvres d'art qui étaient censées être Liolo, mais en réalité, c'était des faux. Donc, la problématique est profonde et elle ne s'arrête pas à Liolo, elle s'arrête à des peintres, à des céramistes et à d'autres sculpteurs de l'époque. Ok, merci. Benjamin, est-ce que tu as une question ou un commentaire pour Madame Liolo? Madame Oui, Liolo, pardon. bien sûr, je peux poser une question. Je pense que c'est quand même important. Même nous qui avions grandi en province, nous avions quand même entendu, on a connu Maître Liolo. C'est pratiquement, je dirais, l'un des plus grands artistes que le Congo ait connu dans l'histoire. Et ses œuvres sont visibles un peu partout. Moi, j'ai aimé surtout il y a une statue au niveau de la gare centrale à Kinshasa. Je garde encore une belle photo qu'il a conçue. Le léopard. Oui, j'ai toujours pensé à lui à chaque fois que je suis là. Voilà, exactement. Ça, je dirais pour moi, c'est l'œuvre la meilleure que j'ai vue de sa part. Alors, la question que je vais poser, c'est de savoir parce que déjà il a son ancrage n'est pas qu'à Kinshasa. Qu'est-ce que la Fondation fait pour aller aussi piocher, par exemple, des artistes à l'intérieur ou quelles activités vous prévoyez au niveau, par exemple, de l'intérieur du pays? C'est une très bonne question. D'abord, pour en revenir au léopard, je pense que le léopard n'est plus à la gare parce que apparemment, ils ont construit une roue géante sur l'espace de la gare centrale. Et donc, j'ai demandé à pouvoir y accéder pour chercher parce qu'il y avait deux léopards et on m'a défendu d'y entrer. Donc, je ne sais pas si cette œuvre est encore là. Ça, c'est pour la petite histoire. Je ferme la parenthèse. Mais voilà, ça fait partie de la préservation du patrimoine. C'est un patrimoine de l'État. Mais si quelqu'un peut venir le déplacer sans être inquiété, sans que l'on demande où se trouvent ces œuvres-là, ben, il y a quand même un problème. Alors, pour répondre à votre question, effectivement, on retrouve des œuvres de Liolo à travers la République, notre chère patrie, jusqu'à
où est-ce qu'on peut aller? La réalité, c'est que n'ayant pas les moyens financiers, je ne peux pas aujourd'hui prétendre aller au-delà de Kinshasa ou de ses alentours. Je peux faire une exposition. Il y a 4 ans, on a fait une grande exposition de Liolo pour commémorer sa mort. Et beaucoup de personnes ont dit, est-ce que vous ne pouvez pas amener cette exposition à travers la République? Parce que justement, c'était autre chose. Mais sans subvention, vous ne pouvez pas le faire. Imaginez, vous déplacez une œuvre qui fait 6 mètres de hauteur. Il vous faut toute une logistique. Elle peut faire 6 mètres de hauteur et 1 tonne. Il vous faut toute une logistique. Il faut, vous qui êtes en Allemagne, aller à Düsseldorf, à la GIFA, vous verrez une œuvre de Liolo qui est là-bas, qui fait 4 mètres de hauteur en bronze. C'est une œuvre unique. Mais cette œuvre, pour arriver en Allemagne, elle a été coupée en 4 morceaux et on l'a fait voyager avec 5 personnes de l'équipe de Liolo pour la remonter et la souder et la finir en Allemagne. Donc, c'est toute une logistique. Je ne peux aller en région qu'avec des photos et faire des conférences. Je ne peux pas aller avec les véritables œuvres parce qu'elles sont trop lourdes. Et aujourd'hui, l'artiste étant parti, dans le cadre de la préservation de ce patrimoine, il me faut des assurances. J'ai besoin d'assurer mes œuvres. J'ai besoin d'avoir un minimum de logistique qui va suivre. Et ça demande des coûts. Et vous-même, vous savez que voyager en région chez nous, c'est très, très difficile. Et donc, la vision est de couvrir des pôles culturels à travers la République. Mais aujourd'hui, je suis obligée de rester simplement à Kinshasa parce que la logistique et les moyens ne suivent pas. Merci. Mais est-ce que même à Kinshasa, vous avez pu rassembler, en tout cas regrouper, pardon, toutes les œuvres au domaine? Oui. Ok. Alors, il y a deux façons de répondre à ça. Rien que dans la ville de Kinshasa, vous avez une quinzaine de monuments de Liolo. À travers la ville de Kinshasa, on peut les voir. Malheureusement, souvent, ces œuvres sont dans des sites considérés stratégiques et donc on ne peut pas y avoir accès. Or, si nous avions des partenariats avec des entités telles que le ministère de la Culture ou du Tourisme, ces entités-là pourraient nous soutenir afin de nous donner accès à ces sites pour que nous puissions faire venir nos visiteurs et nos amoureux de la culture. Ça, c'est point 1. Point 2, à la résidence, et c'est là où le volet préservation de patrimoine prend tout son sens, nous avons recensé plus d'1 millier d'œuvres de Liolo, des œuvres, ces moules originaux. Donc, tout ça, c'est un travail de préservation. Ce sont des moules soit en cire, soit en plâtre, soit ce sont des squelettes, parce que chaque sculpture a un squelette, qui existent. Et ce travail-là de préservation de ces moules, ça demande également des fonds. Donc aujourd'hui, nous essayons de préserver cela avec les moyens que l'on a. Et je suis très contente de pouvoir dire que grâce à l'Agence française de développement, nous allons pouvoir préserver les ateliers Liolo et nous allons pouvoir mettre en place notre programme d'artistes en résidence parce qu'ils vont nous aider à faire cette préservation-là et cette construction. Donc ça a été une grande bataille et je les remercie vivement parce qu'ils ont compris l'importance de préserver ce patrimoine. Maintenant, nous avons bien sûr les œuvres de Liolo à travers le monde entier. Nous avons des registres sur les clients, mais bien sûr, il y a des clients qui ont acheté, il y a des collectionneurs qui ont acheté, il y en a qui sont décédés. Donc, il y a des clients dont la famille a gardé, d'autres n'a pas gardé. Donc, on retrouve aussi ces œuvres-là sur le marché de l'art international. Parfait, parfait. Père Jean-Pierre, vous avez une question ou un commentaire? Bon, une question non, mais ça peut aussi ressembler à une question, Madame Mioto. Votre papa a quitté, par exemple, la République
démocratique du Congo, à l'époque déjà. En 1963, si les informations que moi j'ai eues sont bonnes. Et donc, c'était juste 3 ans après l'indépendance pour aller parfaire ses études, disons, compléter ses études à Vienne, en Autriche, dans l'Académie des Beaux-Arts de l'Autriche. Et puis, il a commencé même aussi à travailler en Autriche. Est-ce qu'en Autriche, on peut trouver aussi César? Ça, c'est d'abord la première question, puis j'arrive à une question qui est un peu peut-être triste ou affective. Oui, vous pouvez, à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne, il y a un musée. Et dans ce musée, vous pourrez retrouver les œuvres de Liolo. Et ce qui est intéressant, c'est que quand Liolo a fini ses études en Autriche, c'était un sculpteur de l'abstrait. Et donc, si vous voyez ces œuvres-là, vous aurez du mal à croire que c'est Liolo, parce quand il a fini les études, c'était un artiste abstrait. C'est en retournant au Congo qu'il est retourné dans un classicisme de forme, parce que disons que sa clientèle ne comprenait pas l'abstrait à cette époque. Et c'est vers la fin de sa vie qu'il est revenu, maintenant qu'il était assis, maintenant qu'il était devenu qui il était, il est revenu maintenant dans le style abstrait qui a beaucoup plu aux Européens. Mais dans le marché, j'ai envie de dire, de la sous-région congolais et de la sous-région, on aimait plus, même jusqu'aujourd'hui dans la sculpture, on préfère des œuvres qui représentent bien quelqu'un plutôt que d'être dans l'abstrait. Et puis, il a aussi des clients privés en Autriche. Ça, il y en a. Je pense que dans ma brochure ici, j'ai une œuvre abstraite. Alors peut-être si Patricia me permet, j'enchaîne un peu une question. Allez-y, Père Jean-Pierre, bien sûr. Oui. Votre papa est né en 1943, donc il meurt en 2019. Ça signifie que apparemment quelqu'un qui a vécu aussi en Europe, il pouvait encore vivre encore un peu longtemps. Et cette mort, ça vous a beaucoup marqué que votre papa, si je peux le dire comme ça, hein, puisque mourir à 76 ans de nos jours, c'est encore, les Européens diraient, mourir jeune. Est-ce que ça vous a beaucoup affecté, hein, cette mort de votre papa à cet âge-là? Vous voulez peut-être encore l'avoir avec vous aujourd'hui? Oui. Alors, juste pour la petite histoire, papa a quitté le Congo pendant l'époque des pillages, mais il est revenu. Donc, quand il est parti en 2016, il est parti en fait pour se faire soigner. Mais nous, toute la famille, nous étions déjà revenus au Congo bien avant. Et donc, il quitte la RDC en 2016 parce que c'est à ce moment-là qu'on fait un diagnostic sur sa maladie. Et c'est à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il décède en Europe, en fait. Sinon, il vivait à Kinshasa avec son épouse et tout le monde. Il n'y a que moi qui était à ce moment-là expatrié. Donc, effectivement, c'est une grosse perte. Mais je pense que, de mon point de vue personnel, j'ai eu la chance d'être avec lui ces dernières années pratiquement tous les jours. Et même si j'ai appris beaucoup tout au long de ma vie avec lui, je pense que les dernières années à ses côtés ont été encore plus intéressantes parce que, bien sûr, nous avions maintenant des conversations d'adultes, même s'il restait mon papa, mais au moins je pouvais le titiller sur sa vision, sa folie, pourquoi il a fait ça et pas ça, et spécifiquement parler de la culture et des arts qui jusqu'au dernier souffle, a toujours été pour lui très, très important, surtout la partie transmission. Et c'est parce qu'il a été tellement fort dans cette transmission que je pense qu'aujourd'hui, nous avons des très, très bons artistes sculpteurs qui existent et qui ont quand même besoin d'être encadrés et qui ont besoin d'être promus. Et ça, c'est un autre aspect de la fondation. Et d'ailleurs, Madame, ma mère, va faire une masterclass sur la gestion de l'artiste parce que on ne se rend pas compte, un artiste ne peut pas être à la fois un artiste et un manager. Et je pense que le succès de Liolo était grandement
soutenue par son épouse parce qu'elle a été son manager toute sa vie. Elle a été la personne carrée qui a encadré, qui a géré, et lui, il pouvait être un libre penseur comme il le voulait. Et ça, c'est très important. On ne se rend pas compte que dans les industries culturelles, spécifiquement, il faut un bon manager pour pouvoir percer et avancer. Merci beaucoup. Merci. Alors, on va passer rapidement à la rubrique de Benjamin Omba. Il nous a préparé une nouvelle rubrique, en fait, qui parle des personnes, des Congolais et Congolaises. Il appelle ça Congolais et Congolaises valeureux de Kinshasa. Donc, on va l'écouter quelques minutes et puis après, on va revenir vers vous, Madame Yolo, le temps de faire une petite pause. Benjamin, à toi. Alors, ce soir, j'ai fait le choix de parler d'une Congolaise valeureuse. Et cette Congolaise valeureuse, c'est justement Patricia Temouni. Parce que nous avons décidé, en fait, c'était une idée que j'ai prise depuis un moment de parler des Congolais, question d'inspirer aussi non seulement la nouvelle génération, mais aussi tous les jeunes en général, de voir que le Congo regorge des talents et d'intellectuels justement qui peuvent transformer notre pays à l'avenir. Alors, qui est Patricia Temouni? Patricia, elle est consultante en administration des affaires et recouvrement et aussi la gouvernance, si je ne me trompe pas. Elle a une spécialité en gestion de projets complexes. Je sais qu'elle a géré des projets très importants, même au niveau de Kinshasa. Et donc, du côté de sa carrière professionnelle, elle a travaillé dans l'une des plus grandes société de conseil ou un cabinet de conseil en finance qui est Deloitte en Angleterre, à Londres. Et Patricia a participé aussi dans plusieurs conférences sur l'intelligence féminine et la promotion de la femme au Congo, à Kinshasa. Et à ce que je sache aussi, c'est une personne qui parle plusieurs langues, notamment le français, l'anglais et le swahili parfaitement. Et aussi du côté un peu plus, donc parmi ses hobbies, je sais que c'est une personne qui est très passionnée des philosophies, voilà, aussi des littératures. Voilà pourquoi même dans cette émission, elle nous a toujours fait une petite rubrique qui s'appelle Pensée du jour. Donc au quotidien, elle nous présente un peu quelque chose, comme elle nous présente toujours une belle pensée sur laquelle nous raisonnons. Et côté académique, elle a vraiment un CV lourd et un CV vraiment qui inspire. Et parce qu'elle a pratiquement étudié à cheval, donc elle a étudié entre l'Angleterre et la France, où elle a obtenu un certificat d'avancement professionnel des gestions et des négociations. Ça, c'était à London School of Economics, donc à l'école économique de Londres. Elle a aussi un master en administration des affaires et analyse et conseil, donc c'est aussi en Angleterre. Elle a obtenu son baccalauréat ou licence des numériques et des sciences informatiques et mathématiques, et ça, c'était en France. Sans oublier aussi un baccalauréat honoraire qu'elle a obtenu à l'Université de Lyon en informatique et marketing numérique. Et voilà un peu en gros le CV de Patricia qui inspire beaucoup de gens parce que son tweet a été vu et lu par plus ou moins 25 000 personnes et partagé par plus de 20 personnes, et c'est presque 300 personnes qui ont aimé ces tweets et qui étaient vraiment contents. Et vous pouvez retrouver ces tweets sur ma page, et c'est vraiment une femme qui inspire. Et je pense que la majeure partie des Congolais veulent voir Patricia un jour devenir, pourquoi pas, première ministre ou présidente de la République démocratique du Congo. Voilà. Merci beaucoup, Benjamin. Merci pour cette présentation. C'était, en tout cas, très amusant pour une première. Merci, c'est très gentil. Et ouais, donc voilà, ça sera une nouvelle rubrique qu'on aura où Benjamin aura l'opportunité de présenter un nouveau personnage, en tout cas une présentation professionnelle
et aussi une présentation, on va dire peut-être pourquoi socioculturelle aussi, de quelqu'un qui fait quelque chose de spécial ou en tout cas quelque chose qui impacte les gens dans la vie de tous les jours. J'ai vu que notre camarade Yves Kacha nous a rejoint d'Espagne. Bonsoir Yves. Bonsoir, bonsoir à tous. Désolé pour le retard. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Alors, on va regarder une autre vidéo qui nous a été envoyée par Madame Mioto. Et puis, comme ça, après, on pourra tous à peu près rebondir sur quelques questions et puis continuer l'émission. Ces œuvres, et notamment ces sculptures, ont laissé des traces indélébiles. C'est dans la commune de Mongafula que s'est déroulée la journée culturelle Portes ouvertes Liolo, un événement marquant le 5e anniversaire du décès d'un artiste et sculpteur de renom, le professeur émérite Alfred Liolo Limbempuanga. D'éminentes figures des divers horizons convergeaient vers ces lieux emblématiques pour rendre hommage à la personne et à l'œuvre d'Alfred Liolo. Une panoplie d'activités captivantes était au programme. Des témoignages émouvants, des danses traditionnelles originaires de son village natal, des ateliers d'éveil artistique pour les plus jeunes, des visites guidées, des ateliers, du théâtre en plein air et même des projections cinématographiques sous les étoiles ont ponctué ces moments qui magnifient, à titre posthume, l'œuvre magistrale du célèbre sculpteur. Dans son discours, Mioto Liolo, directrice de la Fondation Liolo, a saisi l'occasion pour plaider en faveur d'un appui à la culture et aux arts en République démocratique du Congo. Elle a notamment évoqué la création imminente d'un centre de recherche sur l'art contemporain et d'un centre culturel visant à perpétuer l'héritage des Liolo, offrant ainsi un cadre inédit pour l'épanouissement de la créativité artistique des jeunes talents. Mais c'est avec humilité, afin de plaider pour la cause de la Fondation Liolo et de l'avenir de la culture et des arts en République démocratique que je me permets de prendre ce micro. En effet, si nous sommes tous réunis ce jour, c'est bien parce que chacun de nous reconnaît la valeur de la culture et des arts pour une nation. Ces projets ambitieux de valorisation, préservation et promotion des arts et des expressions culturelles par les billets de ces centres dédiés aux disciplines créatives méritent l'adhésion et le soutien de tous. Il s'agit aussi d'une question d'identité patrimoniale et de fierté nationale qui mérite d'être portée avec enthousiasme par la communauté artistique et culturelle. Wow, magnifique. Alors, Madame Mioto, on vous voit micro à la main. J'aurais aimé avoir un petit peu plus d'informations sur le centre de recherche. La journaliste en a parlé, mais elle en a parlé brièvement. Qu'est-ce que c'est exactement ce centre de recherche? Alors, l'idée, c'est l'idée à la base, c'est de créer le domaine que vous avez vu, on est en train de le transformer en musée privé. Donc, dans ce musée-là, nous aurons une partie centre culturel, justement pour avoir dans la périphérie des offres culturelles, j'ai envie de dire à l'image de nous, les Congolais, des centres culturels qui mettent en valeur notre héritage, que ce soit littéraire, historique ou autre, mais également un centre de recherche d'art contemporain. Pourquoi? Parce que quand on regarde l'écosystème culturel aujourd'hui en RDC, il n'y a aucun centre de recherche. On ne sait pas qui est quoi, qui a fait quoi, comment, à part se référer à l'Académie des Beaux-Arts et peut-être à l'Institut des Arts à Lubumbashi, donc ce sont deux écoles différentes. La mémoire collective sur l'artiste congolais n'existe pas. Elle se perd. Et donc l'idée, c'est d'avoir ce centre d'art contemporain. Pourquoi je dis de recherche? Parce que on aimerait pouvoir, comment dirais-je, préserver toutes les archives, toutes les histoires, toutes les œuvres, si pas les œuvres physiques, mais au moins les photos, pour que demain, lorsqu'un catalogue est imprimé, par exemple, pour une vente aux enchères dans n'importe quel pays du monde, on sait se référer quelque part pour dire, ah oui,
tel artiste a existé, il a existé dans tel pays, sa philosophie c'était celle-là, sa matière de prédilection c'était celle-là, il a toute une biographie et on peut trouver ses œuvres ici et ça. Aujourd'hui, ça n'existe pas. De par le fait que personnellement, j'ai plein de livres et que j'ai passé énormément de temps avec mon père et avec d'autres contemporains à lui, il y a des gens qui m'appellent pour me demander « Myoto, j'ai telle œuvre, est-ce que tu connais ?» Myoto, est-ce que tu as la biographie de telle et telle personne parce que j'ai acheté une œuvre, je ne sais pas qui c'est. Et ça, c'est un problème parce que si nos éminences grises, si nos papas, eux tous disparaissent, avec eux disparaît la librairie de leur esprit. Et donc, l'idée de ce centre de recherche, c'est déjà d'enregistrer, de numériser, de digitaliser, je pense on dit en français, tout ce savoir. Et c'est enregistrer aussi la parole, parce que n'oublions pas que nous sommes quand même une culture qui est plus axée sur la retransmission vocale que sur la retransmission physique. Or, nous devons créer nos propres bibliothèques du savoir. Et l'idée du centre de recherche, c'est justement ça. C'est de pouvoir avoir en RDC un endroit de référence où tout chercheur du monde entier pourra venir et se dire « Tiens, j'ai envie de savoir et de rechercher ce personnage. » Et bien sûr, pour moi, utiliser la Fondation Liolo, c'est juste un moteur. Parce que de par sa notoriété, il y a une crédibilité qui va avec. Il y a un espace qui existe. On n'est pas en train de construire quelque chose de nouveau. On est en train d'utiliser un espace et de le rendre public, justement pour que les générations futures puissent avoir accès à l'information. Parce que si tous les contemporains, par exemple, de Liolo disparaissent et qu'il n'y a pas d'archives, ben on va savoir comment la valeur d'une œuvre demain, comment on va avoir nos Picasso. Parce qu'on parle de Picasso, on peut parler de Van Gogh, on peut parler, je ne sais pas moi, de César. Mais si personne ne sait dire que tel et tel artiste a vécu à telle période et a été important pour tel et tel mouvement, on risque de laisser encore une fois l'histoire de notre pays être écrite par des étrangers. Or, je crois qu'il est temps que nous-mêmes, nous nous approprions notre histoire pour dire que non, voici la réalité et voici les personnes ou les ateliers ou les mouvements qui ont existé. Parce que après la chute de Mobutu, on n'a plus du tout investi dans le domaine des arts plastiques et culturels comme tel, si on regarde bien. Et donc, il y a à peu près 30 ans de notre histoire, 30 à 40 ans de notre histoire sur l'art contemporain qui a disparu. Et après, on n'est rentré que dans la musique. Et ça, il faut le changer parce que nos enfants ont besoin de connaître leurs racines. Donc, c'est ça l'idée du centre de recherche sur l'art contemporain. C'est très ambitieux, je l'avoue, mais il faut bien commencer quelque part. Et j'espère que parmi votre audience, il y aura des personnes qui comprennent ce que je dis et qui vont peut-être nous aider à structurer cela, nous aider à trouver des financements. Mais malheureusement, de mon expérience, ces financements devront venir de l'étranger parce que même les mécènes congolais, il y en a très très peu. Le mécène congolais, il y en a très peu et on aime trop brader la valeur d'une œuvre et on oublie tout le travail qu'il y a derrière, quelle que soit l'œuvre, que ce soit une peinture, une sculpture, une céramique. Déjà que c'est très difficile pour un artiste congolais de vivre de son art, mais si en plus de ça, on est tout le temps en train de négocier, de le brader, c'est un peu difficile. Absolument, merci. En tout cas, pour ma part, c'est cet aspect, en tout cas, de la fondation que j'aime beaucoup, la transmission, la recherche, en tout cas, une création de bases de données, comme vous venez d'expliquer. C'est très important parce que nous, aujourd'hui, nous sommes assis là, en train de faire une émission. Peut-être que dans 10 ans, dans 20 ans, bon, je ne sais pas si les gens pourront regarder encore cette émission, mais s'il y a une base de données, et s'il y a quelque chose, il y a des dates avec des dates qui correspondent à telle œuvre,
c'est très important. Vous l'avez bien soulevé tout à l'heure, avec raison, que si aujourd'hui, si on connaît des artistes comme Van Gogh, Monet, etc., c'est parce qu'à une certaine époque, il y a des gens qui ont écrit et qui ont dit qu'il a peint pour tel roi, etc. Et c'est resté dans les archives. Donc, en tout cas, l'aspect transmission, c'est un aspect qui est extrêmement important pour nous, mais qu'on néglige. Je ne sais pas pourquoi, dans l'imaginaire congolais, on n'arrive pas à saisir ça. Bon, on va revenir dessus. On va donner la parole un petit peu à Yves. Yves va nous faire une petite rubrique sur les nouvelles. Merci. D'accord. Comme je vous disais, d'abord un bonsoir à tous. Bonsoir. Très rapidement, on va sauter directement avec la Catalogne. Le dimanche, il y a eu des élections et j'ai eu la sensation d'avoir un déjà-vu parce qu'on a eu des élections qui ont été anticipées et celui qui a appelé ces élections a perdu lamentablement aux élections. Donc, c'était un peu comme, je ne sais pas si c'est à l'époque où il y avait Balladur et qui avait fait le même coup, mais c'est le parti qu'on appelle Esquerra Republicana de Catalogne a perdu le leadership du Parlement catalan. Et le Parti socialiste, le parti du Premier ministre Pedro Sánchez a gagné les élections haut la main. Mais malheureusement pour le Parti socialiste, ils seront obligés de faire des alliances politiques avec Junts. Et Junts, c'est le parti de M. Puigdemont. C'était le fameux Espagnol qui était à Waterloo, qui faisait en sorte qu'il y ait des avenues qui soient bloquées à Waterloo en Belgique. Et donc, c'est la polémique qui est lancée ici. Junts ne veut pas laisser le Parti socialiste avoir le contrôle de l'État, disons, de la province de Catalogne. Et c'est même empressé par le biais de Puigdemont d'annoncer que Puigdemont va essayer de briguer le mandat de gouverneur. Donc, les prochains jours vont être un peu chahutés entre le gouvernement catalan et le gouvernement central à Madrid. Bon, autre grande nouvelle ici, ça me pince le cœur de me dire, mais bon, c'était une grande nouvelle quand même. Le Real Madrid a fait la fête. Comment est-ce qu'on dit ça encore? Ils sont allés célébrer à la place Cibeles. Ils ont fait une visite institutionnelle auprès du gouverneur de la province de Madrid. Et aussi, ils ont fait une offrande florale à la Vierge de l'Almudena, qui est la patronne de Madrid. Donc, et ça, c'est du côté sportif. Autre information assez intéressante aussi, c'est les effets du changement climatique. Parce qu'ici, déjà, on commence à appliquer, on va bientôt recommencer à appliquer, ça se dit. Il y a eu des pics de chaleur et on est en train de nous annoncer déjà qu'on va revenir au système voiture paire, voiture impaire. Donc, c'est pour essayer d'empêcher les gens d'avoir à utiliser leur véhicule de façon abusive. Et puis voilà, pour le reste, je suis à votre disposition. Merci. Merci. Tu as loupé la première partie de l'émission où Madame Mioto se présentait en tout cas et présentait la fondation. Donc, si tu as une question, on va y revenir un peu plus tard. Juste après cette pause de publicité, on va rebondir sur les questions avec Madame Mioto. Peut-être Patricia, vous pouvez me donner disons, un petit instant juste pour faire parler du Real Madrid.
Non, non, pas pour parler des Real Madrid. Pour pas déranger l'émission. Alors, c'est juste pour donner un peu de place, puisque c'est un sujet qui a été abordé, sinon ça sera un peu, ça n'aura pas de sens. C'est adressé à Madame Mioto. Je crois, je vais afficher, hein, c'est Monsieur Vincent Kounda qui dit « Le centre de recherche est une excellente idée ». Donc, voilà, ça c'est pour juste faire arriver un peu les commentaires et les questionnements de spectateurs qui nous suivent. Et puis, il y a un autre qui avait déjà apprécié la séance ici en disant, en parlant de vous, quand vous vous êtes présenté avant, Madame Mioto, dire « Waouh !» MSF. Donc, Médecins sans frontières, je crois, c'est ça? Oui, c'est ça. Voilà. Et bien, c'est la même personne qui s'appelle Clic et Clac qui écrit encore, qui pose cette question. Voilà. Je peux lire ça. C'est quoi la place de l'art dans l'urbanisation de la ville de Kinshasa, qui c'est 17 millions d'habitants quand même. Voilà, ça c'est un peu pour faire arriver à la question de ceux qui nous suivent. Voilà un peu, Patricia, ce que les téléspectateurs disent ou commentent. Merci. Donc, Madame Mioto, de votre point de vue, quelle est la place de l'art? Il a dit art ou urbanisation? Non, il a dit art. De l'art dans l'urbanisation. Quelle est la place de l'art dans l'urbanisation de la ville de Kinshasa? Alors, je peux répondre d'une manière qui pourra peut-être être mal interprétée, mais dans une ville de Kinshasa où il n'y a plus de parc, où il n'y a plus d'aire de jeu, je pense que la réponse est claire. Aujourd'hui, pour parler d'art, il faut aller dans des espaces clos, il faut aller comme chez nous au domaine par exemple, mais il fut une époque où l'art était dans les rues, l'art se voyait dans les rues parce que c'était dans des parcs, dans des zones urbaines bien spécifiques. Mais aujourd'hui, quand vous avez des places comme la place de la Gare, qui est quand même un lieu historique, il y a énormément d'histoires autour de cette gare, mais on transforme ça en fête foraine. Je pense qu'on a perdu le sens même de la préservation d'un patrimoine national. Et la même chose s'applique pour l'art dans la sphère urbaine. Parce qu'il n'y a plus rien de public comme tel. Les trottoirs sont envahis par les déchets, les trottoirs sont envahis par les boîtes de nuit, les nganda, etc. Alors, à quel moment, où est-ce que l'on peut présenter même de l'art urbain? C'est un peu compliqué. Donc, s'il n'y a pas une politique spécifique liée à ça, l'art risque de redevenir quelque chose pour les privilégiés, entre guillemets, alors que la créativité de nos frères et sœurs congolais est extraordinaire. J'ai vu récemment des sculptures faites avec des bouteilles en plastique. J'ai été totalement bluffée parce que c'était extraordinaire. Et ça, c'est un sculpteur qui va s'exporter, c'est certain. Parce que la puissance de son œuvre est tellement grande. Mais chez nous, on ne se rend pas compte de ça parce qu'il y a un double message. Il y a le sculpteur en tant que sculpteur et ensuite, il y a l'appropriation d'une problématique mondiale qui est le recyclage des déchets. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec pour faire passer un message subliminal, mais aussi transformer ce déchet en une belle œuvre. Donc, ce sculpteur-là, il partira. Mais pour pouvoir présenter sa sculpture, il fallait être dans un jardin fermé. Le commun des mortels n'y avait pas accès. Enfin, commun des mortels dans l'entendement congolais. Mais, et voilà, donc, est-ce qu'il y a une place? Normalement, il devrait y avoir une place. Mais nous n'avons plus d'espace. Même les enfants n'ont déjà pas un terrain de football ou un terrain de basketball pour jouer. Alors imaginez maintenant un parc pour exposer des œuvres.
C'est vrai. Pour repenser la ville de Kinshasa, je pense. Absolument. Je pense qu'il faut vraiment repenser la ville de Kinshasa et qu'il faut repenser les politiques qui visent à revaloriser les agricultures, les politiques qui visent à revaloriser en fait toutes les structures de nos villes, pas que Kinshasa, mais toutes les autres grandes villes. Je ne sais pas s'il faut privatiser ce genre de choses, mais au bout du compte, les choses se perdent et je pense que c'est vraiment pas. En 2024, ce n'est pas normal que pour voir une œuvre de Maître Liolo, il faut aller dans son domaine privé et c'est absolument pas normal. Mais bon, c'est une parenthèse. Yves, tu as un commentaire ou une question? Moi, j'ai plusieurs questions. En fait, je m'étais préparé spécialement à la venue de Madame Ah, Yota. merci. Moi, je suis un grand fanatique de l'art, mais je dois reconnaître que la sculpture congolaise, elle est quand même assez chère. Et je voulais savoir si dans, dans le cadre de la fondation, si on essayait de penser à démocratiser la sculpture de telle sorte qu'elle puisse être accessible à tous. Ça, c'est la première. La deuxième question, c'était, vous savez, j'ai la sale habitude de regarder un peu comment est-ce que les autres présidents ou bien les autres autorités du monde font du soft power, dans le sens qu'ils utilisent l'art pour vendre leur pays à l'étranger. Et j'étais en train de me poser la question par rapport à l'héritage qu'a été disons, au legs du professeur Liolo. Je me rappelle encore que les Ngomo Africa, c'était lui. Je voulais savoir si on ne peut pas essayer de faire en sorte que Ngomo Africa revienne, de telle sorte que l'on parle encore de son génie en international. Bon, je sais qu'on en parle d'habitude, mais le Ngomo Africa, pour moi, c'était quelque chose qui était très intéressant. Voilà mes deux questions, mes deux premières questions. Merci Yves. On a parlé avant que vous ne veniez, on a parlé du fait qu'on a perdu le sens du soft power et de l'importance de la diplomatie culturelle, parce qu'aujourd'hui, on ne privilégie en général que la musique. Ça, c'est pour répondre à cette question-là. Par rapport à la question de est-ce que l'on peut démocratiser la sculpture? Alors, j'ai envie de dire, ça dépend quel prisme l'on prend. Parce que dans le cas de Liolo, c'est quelqu'un qui a une certaine notoriété, et plus la notoriété monte, plus la cote augmente. Et en plus, le fait qu'il soit décédé aujourd'hui, ça veut dire que son œuvre va être rare. Ça va être difficile de démocratiser, premièrement. Deuxièmement, son médium à lui, c'était le cuivre, parce que les œuvres de Liolo, c'est du bronze. Le bronze, c'est juste un alliage de cuivre avec d'autres métaux. On peut, plus par exemple, je vous donne une idée, plus le cuivre est rouge, plus une œuvre est rouge, ça veut dire que c'est à grande teneur simplement de cuivre. Plus c'est mélangé, et ça va briller, tel que les œuvres que vous connaissez de Liolo. Quand on regarde le cours du cuivre aujourd'hui qui a augmenté, vous pouvez comprendre qu'une œuvre d'art en bronze va coûter cher, parce que le cuivre lui-même à la base est devenu un produit cher. À l'époque, quand Liolo a commencé, il a commencé à faire son travail avec de l'étain, qui était un matériel beaucoup plus lourd, mais moins cher. Mais ensuite, la RDC étant devenue exporteur mondial, et bien sûr, à l'époque, nous avions des mécènes et nous avions des entreprises qui faisaient beaucoup de donations. On obtenait le cuivre à des prix, j'ai envie de dire, très démocratiques et facilement utilisables. Aujourd'hui, la demande locale interne
ne nous met pas dans une position où on peut négocier le prix de ce matériau parce qu'il est en forte demande à l'étranger. Donc, notre produit national est exporté, mais nous-mêmes à l'intérieur, on ne peut pas en bénéficier parce que le coût est trop élevé. Ce qui fait qu'une œuvre en bronze est déjà à la base plus chère qu'une œuvre en bois. Et encore, après, il faut qu'on discute des échelles de valeur en fonction des techniques qui sont utilisées, etc. Ceci dit, à la Fondation Liolo, vous pouvez trouver de tout. Vous pouvez trouver des miniatures, vous pouvez trouver des grandes œuvres. Mais ce qu'on tend à privilégier pour l'instant, c'est l'accès déjà au savoir. L'accès au savoir qui va permettre à d'autres de prendre ce savoir et d'en faire quelque chose de même meilleur que ce que Liolo a laissé. Et dans cette logique d'accès au savoir, il y a, j'ai envie de dire, des catégories de prix qui vont permettre à tout le monde de pouvoir s'offrir ne fût-ce qu'un petit Liolo. D'accord. Est-ce que j'ai répondu à la question? Vous avez répondu et je vous promets que la prochaine fois que je serai à Kinshasa, je vais passer par la fondation. Mais bien sûr, parce que derrière ça, Liolo a quand même laissé un fils qui, lui, est bijoutier de formation. Et c'est lui qui a repris les ateliers Liolo, donc Rick Liolo. Et il fait également de la bijouterie avec de l'or de chez nous et beaucoup de matériaux de chez nous. Donc, il vous fera des bagues en wenge ou en argent et en or de chez nous. C'est ce que vous avez vu dans la vidéo au début. Vous voyez des petites choses, là, des boucles d'oreilles, etc. C'est lui qui les fait. Non. Pour ne pas faire sa publicité, mais j'ai quand même des bijoux de lui pour madame. Ah, ben voilà. Voilà. Et voilà. Non. Madame Nyoto, juste comme ça pour savoir, une œuvre de Maître Liolo en bronze, ça peut varier entre quel prix? Juste, pas un prix exact, mais entre quel prix? Je pense qu'aujourd'hui, le moins cher est à $100. Mais c'est une miniature. D'accord. Donc, ça varie de $100 à, si vous voulez, un grand monument, là, on est dans 200, 300, 400 000 $. D'accord. Okay, donc, mais ça, c'est un monument. Hein. Question. Parce que là, quand vous étiez en train de parler de la matière première, l'ingénieur en mine qui est en moi s'est réveillé. Et je voulais savoir, est-il possible que que la Fondation Liolo fasse l'avocat des sculpteurs auprès du ministère de la Culture pour qu'il y ait une subvention spéciale pour que les artistes aient accès au cuivre ou bien à l'étain à un prix beaucoup plus comment on dit ça? Abordable. Abordable. Alors, au début de l'émission, j'ai parlé justement d'un des rôles de la Fondation, c'est la préservation de patrimoine, la promotion d'autres artistes. Et dans la promotion d'autres artistes, entre le volet soutien à l'artiste. Le volet soutien à l'artiste, ça veut dire qui pouvons-nous soutenir, tant d'une manière matérielle que d'une manière administrative, si je peux dire ça comme ça. Le souci, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui une politique culturelle en place qui permet de circonscrire le soutien aux artistes, quels que soient les artistes. Même les musiciens n'ont pas un soutien comme tel, puisqu'on est en train de se battre avec la SOCODA sur les droits d'auteur. Et en général, la SOCODA est reprise par les musiciens, même si ça a été créé par les artistes plasticiens. Et ça, c'est un autre débat, je ne vais pas entrer là-dedans. Mais l'idée, c'est que si nous avions une politique bien définie sur le soutien de l'État
aux industries créatives et culturelles, ce genre de lobbying serait parfaitement possible parce qu'en groupement, on peut aller vers les autorités pour faire du lobbying. Aujourd'hui, malheureusement, n'ayant nous-mêmes pas de soutien, c'est difficile aussi d'aller en bloc soutenir d'autres, même si on parle toujours des autres. Moi, en tout cas, je parle toujours des autres frères artistes, mais il n'y a pas au niveau étatique cette vision de la nécessité de soutenir et promouvoir les industries culturelles et artistiques, malheureusement. Ce qui limite en fait le pouvoir de pression que l'on peut mettre sur les institutions. Merci. Voilà, Patricia, je peux faire parvenir... Pardon, Patricia, je peux encore faire parvenir, disons, les commentaires. Oui, allez-y, bien sûr. Il y a notamment Monsieur Banza Obed qui dit félicitations une fois de plus à la Fondation Liolo. Notre clic-clac, c'est comme ça qu'il écrit, il dit, y a-t-il un dépositeur de l'art de Liolo? Bon, il a écrit Liolo, c'est Liolo, qui pourrait transmettre. Alors, en fait, c'était aussi ma question de dire, voilà, comme vous aviez dit, madame, que M. Liolo ne travaille pas seul, il avait, disons, des gens dans son atelier. Et est-ce que ces gens continuent à travailler? Ça, c'est pour compléter un peu ce que venait de dire notre clic et clac. Oui, il y a des... N'oublions pas aussi du timing, mais il y a encore des étudiants qui aujourd'hui sont devenus des artistes à part entière qui continuent de travailler. Et d'ailleurs, quand on a des grands projets, mon frère travaille souvent avec eux pour réaliser les finitions de ces projets-là. Donc oui, il y a une transmission qui a été faite, mais je reviens sur l'idée du centre d'art, de recherche sur l'art contemporain. Pourquoi? Parce que Liolo avait une technique et il avait des éléments bien précis qu'il voulait retrouver dans ses œuvres. Aujourd'hui, si on n'archive pas cela, ça va être perdu. Parce que même si mon frère a repris ça, mais il y a des écrits quand même. Mais ces écrits-là, il faut les archiver, il faut les mettre, il faut les codifier pour que demain, ça puisse être transmis au-delà de mon frère ou des potentiels d'autres héritiers. Voilà, il y a toujours, disons, clic et clac, on ne sait pas si c'était un monsieur ou une dame. Hein. La Fondation pourrait lancer l'idée des États généraux de l'art et de la culture en RDC et peut sortir d'une feuille de route pour les décideurs, mais ça, on en a parlé hein, déjà, Madame a dit qu'il y avait des difficultés pour, disons, au niveau du gouvernement, pour ne pas citer le ministère. Voilà, ça, alors, il y a une autre, hein, M. Tim Zingachane. Quelle relation la Fondation a-t-elle avec le ministère des Arts, des projets? Elle en a parlé aussi. Hein. Donc, on en a parlé aussi. Nous avons des relations très cordiales qui s'arrêtent à cela. Diplomatiquement, pas. Alors, moi, je voudrais encore dire quelque chose de Patricia, si vous me permettez. Hein. Allez-y. Oui. Alors, Madame Mioto, votre papa s'est lancé évidemment dans l'art, hein, dans la sculpture, et puis il était plasticien. Mais mais c'est vrai que son grand-père, ça signifie votre arrière-grand-père, était aussi dans l'art, ça signifie qu'il était un tailleur d'ivoire, ça c'est peut-être c'est transmis de génération en génération. Alors c'est très intéressant la question parce que moi-même je suis en train de faire des recherches sur cette époque-là parce que Liolo vient de Bolobo et Bolobo à l'époque coloniale était un port sous, j'ai envie de dire, la colonie britannique. Et c'était un endroit très stratégique dans le commerce fluvial. Et donc l'arrière-grand-père était d'abord chasseur d'hippopotames et après la chasse, il utilisait les dents d'hippopotame pour faire
de la taille de l'ivoire. Et pendant toute cette époque, jusqu'à la fin de la taille officielle de l'ivoire, donc dans les années 82, si je ne m'abuse, Bolobo avait les meilleurs tailleurs d'ivoire de toute l'Afrique centrale et tout le reste de l'Afrique. Et donc, dans les recherches que j'ai commencé à faire, j'essaye de remonter cette source-là pour comprendre pourquoi les gens de cette région étaient tellement prolifiques et bons dans ce domaine. Et je pense que cela a fortement influencé mon père. Il a été influencé par deux choses dans sa vie. À l'époque, il voulait être capitaine de bateau et il voulait être sculpteur. Et quand on pense que son village était sur le bord du fleuve, était un port bien important, avant d'arriver à Mbandaka, on s'arrêtait à Bolobo. On se dit, bah, tiens, on comprend les influences. Parce qu'avec un grand-père chasseur d'hippopotames, c'est également une vie sur l'eau. Et c'est un thème qu'il a gardé toute sa vie. Et d'ailleurs, le totem de la fondation Liolo, c'est l'hippopotame. Intéressant, intéressant. Moi, j'ai une autre question. Ça sera ma dernière question avant qu'on clôture. Et on vous laissera dire le dernier mot. Et puis, comme ça, on va vous libérer pour la soirée. Alors, ma question, c'est, est-ce qu'il y a une œuvre que vous préférez de votre père? Alors, il y a une œuvre que j'adore de mon père et malheureusement, pendant les pillages des années 90, nous, on a été pillés 7 fois. Le moule de cette œuvre a été volé. Et c'est une œuvre, j'ai envie de dire, quasi unique dans le sens où il n'y en a que 2 dans le monde selon le répertoire de ma mère. C'est une œuvre qui s'appelle Le Couple et c'est un couple enlacé qui est tout simplement magnifique. Et si je pouvais, ne fût-ce que la reproduire pour moi-même, je le ferais. Alors, Patricia, vous, disons, continuez un peu, abonder dans le même sens que vous. Est-ce que, par exemple, votre papa ne vous a pas dédié une œuvre, un peu comme qu'a dit Patricia, ce qui vous intéressait, mais pendant l'anniversaire, par exemple, qu'il a fait quelque chose, un petit art pour vous donner comme cadeau d'anniversaire? J'ai envie de dire que, en général, le cordonnier est le plus mal chaussé. et donc non, il a beaucoup représenté ma mère. Et je suis persuadée que maman était sa muse, puisque n'oublions pas que 80% des œuvres de Liolo, ce sont les femmes, ce sont des femmes. Et c'est lui aussi, pour la petite histoire, qui a permis aux femmes d'accéder à l'Académie des Beaux-Arts quand il est devenu DG là-bas. Il a dit à compétences égales, vous pouvez entrer aux Beaux-Arts, parce qu'à l'époque, n'oublions pas que c'était réservé aux hommes et c'était sous la gestion des prêtres. Et donc, voilà, on oublie un petit peu ça. Mais c'est surtout maman qui est reprise dans les œuvres. Il y a encore, Patricia, sans vous couper la parole, il y a encore monsieur Banza Obed qui est déjà intervenu, qui a envoyé déjà notre message. Il dit, est-ce que la Fondation Liolo est ouverte pour des partenariats avec des ONG qui œuvrent pour la promotion de la culture et l'art congolais? Voilà. C'est M. Obed qui pose la question. C'est adressé évidemment à Mme Miot. Oui, bien sûr. Je pense que ces ONG-là sont également dans la même vision, parce qu'on ne peut pas tout embrasser. N'oublions pas que c'est un domaine très, très vaste. Et aujourd'hui, nous restons dans tout ce qui est sculpture, art plastique. Et on est ouvert au partenariat, mais il faut que ça reste dans ces objectifs-là, parce que sinon on va s'éparpiller et on ne pourra pas atteindre la vision finale. Donc oui, on est ouvert, mais ça doit être cadré. Déjà, par exemple, quand on fait des ateliers d'éveil à l'art, ça touche le volet éducation. Ce n'est pas simplement l'art pour l'art, c'est l'éducation, la créativité,
ce genre de choses. Donc, il faut que ce soit cadré dans les objectifs dans la mission de la Fondation. Absolument. Merci beaucoup. D'ailleurs, on a vu, en tout cas, j'ai remarqué dans l'une des vidéos, des enfants qui faisaient de la peinture sur quoi exactement qui faisaient de la peinture? C'est sur du papier ou C'était, alors, les enfants, ils avaient plusieurs thèmes. Et les thèmes, en fait, représentaient des œuvres que Liolo avait sculptées. Et là, c'était sur carton. Pour cet atelier-là, c'était un atelier de peinture, mais sur carton. Sur les ateliers qu'on prévoit de faire en été, donc en juillet-août, on va plus toucher la matière, donc le fil de fer, l'argile, le plâtre, et faire la construction même d'un squelette. Et c'est une autre technique aussi. Mais là, pour cette journée porte ouverte, on ne pouvait pas faire ça. Donc, on a pris les thèmes de Liolo et on a demandé aux enfants de les colorier, de s'approprier ces images et de voir comment ils allaient les représenter. Excellent. Moi, je trouve qu'il n'y a pas meilleure façon de transmettre un savoir que de faire participer les enfants. Donc, c'est vraiment quelque chose de très, en tout cas, qui nous porte tous à cœur et c'est important. Yves, un commentaire ou une question? Non? Non, moi, j'étais en train d'écouter religieusement, même si... Non, petite question dans le sens de celle que Patricia était en train de poser tantôt. On dit toujours que l'élève dépasse le maître. Lequel des élèves de maître Liolo semble avoir dépassé le maître? S'il n'y a pas un élève dans la famille, il n'y a pas un qui... Même quand papa regardait, il disait, celui-là, il a bien fait les choses. C'est une très bonne question. Mais aujourd'hui, la sculpture n'est plus... Parce que la sculpture, en règle générale, coûte cher à faire, déjà à la base. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que beaucoup d'élèves de Liolo sont allés dans soit la décoration intérieure, soit dans la peinture. Il n'y a plus beaucoup... je parle bien de l'époque de Liolo, il donnait encore cours. Il n'y a plus beaucoup de sculpteurs comme tels, surtout dans le bronze. Mais j'ai découvert récemment 2 étudiants des Beaux-Arts qui, je pense, sont vraiment à la hauteur de Liolo. Et je suis certaine que Liolo les aurait félicités, si pas soutenus, parce qu'ils sont vraiment très, très bons. Et ils ont vraiment cette touche que Liolo avait sur l'attention aux détails. Au-delà de mon frère qui, lui, la bonne chose de mon frère, c'est qu'il a tout le talent de Liolo, mais étant formé bijoutier, il a même une minutie qui dépasse son père. Et ça fait une combinaison assez extraordinaire, je dois avouer. Bon, ça c'est du grand marketing. Il doit vous offrir une petite bouteille de champagne. Mais... Voilà. Alors, avec la permission encore de Patricia qui dirige l'émission, il y a encore notre ami Banza Obed. Et je crois qu'il nous a suivis au cours de l'émission. Il n'a pas tout suivi puisque sa question, je crois que madame avait déjà donné une réponse. Est-ce que c'est maintenant un musée et l'entrée est-elle payante? Et si oui, à hauteur de combien? Merci beaucoup à vous et félicitations. Voilà, c'est M. Obed. Merci Obed. Oui, à partir après la journée porte ouverte, les visites guidées seront payantes. On n'a pas encore finalisé les montants parce qu'on aura des offres différentes. Il y aura les offres pour les enfants, il y aura les offres pour les adultes, il y aura les offres pour les personnes du quartier, il y aura les offres pour les groupes. Et je suis en train de travailler avec d'autres structures pour m'aider justement à mettre un tarif raisonnable parce que l'idée, c'est de garder cela quand même ouvert au plus grand nombre et ouvert surtout à la communauté des alentours. Donc, on est en train de voir ça. Mais ça sera payant, ça c'est certain. Une petite question. Vas-y.
Dernièrement, j'étais en train de regarder un documentaire sur Da Vinci, sur Raphaël, Michelangelo et compagnie. Et quand j'étais en train de regarder le documentaire, en filigrane, il y avait cette phrase en lingala qui me revenait toujours. Batamisala Maboko, Mitu Passi. Maître Liolo, il n'était pas Moutou Passi aussi pour ses mécènes? Qu'est-ce qu'on entend par Moutou Passi? Prenons par exemple que genre maniaque, il cherche la perfection, qu'il casse même des œuvres qu'il a déjà faites. Maniaque dans le sens que quand il voit que son œuvre n'est pas faite, il ne respecte pas le timing de dépôt de l'œuvre, ce genre de truc. Non, de ce côté-là, il était... quand vous viendrez visiter la fondation, je vais vous montrer, il avait à peu près 4 ateliers différents de travail. Là où il commençait à concevoir et là où il faisait les finitions. Et pour la petite histoire, quand une œuvre était prête à la finition, pour nous tous, c'était fini. Il fallait juste livrer le client. Et lui pouvait rester assis pendant une semaine à regarder son œuvre et il vous dirait non, ça ne peut pas partir, ce n'est pas encore fini. Maman criait sur lui pour dire le client attend, l'œuvre est finie. Et lui il disait non, c'est pas encore fini. Tu vois pas, là il y a un petit coin qu'il faut tailler. Là il y a la signature qui n'est pas correcte. Là, donc il était toujours à la quête de la perfection. Et d'ailleurs, c'est l'accroche de la fondation, c'est Fondation Liolo pour l'excellence artistique. Parce que pour lui, une œuvre ne pouvait pas sortir tant que dans son esprit, dans son imaginaire, ce n'était pas terminé. Pour nous autres, oui, c'était fini, mais pas pour lui. Absolument magnifique. Vraiment, quelque chose de... C'était important de parler de tout ça. En tout cas, merci beaucoup, Madame Mioto. Yves et le Père Jean-Pierre, si vous n'avez pas d'autres questions, je vais laisser le dernier mot à Madame Mioto. Et puis ensuite, on va clôturer l'émission pour ce soir. Alors, merci. Merci déjà pour cette opportunité. Je pense qu'on devrait faire ce genre d'émission, surtout sur la culture, un peu plus souvent. Parce qu'aujourd'hui, en RDC, on ne parle que politique et pourtant, il y a tellement d'autres sujets à aborder. Mais alors, je vais utiliser votre plateforme pour envoyer un petit message. Le 30 mai, c'est l'anniversaire de naissance de professeur Liolo. Et à l'occasion, nous allons lancer un concours de sculpture envers les jeunes artistes. Et le thème va être de sculpter Liolo selon leur imaginaire à eux. Et donc, j'invite tout le monde déjà à en parler et à se préparer parce que nous allons officiellement le lancer le 30 mai et je vous donne la primauté de l'information. Donc, tous les détails seront sur notre site internet, fondationliolo.org, mais également sur Instagram et Twitter. Et je vous ferai passer une petite page publicitaire sur les prochains spaces du Père Bojoko. Absolument. Avec plaisir, on va faire passer cela. Et oui, on a vraiment besoin de transmettre, en tout cas, tout ce qui est art et culture, et sans hésitation. Donc, la prochaine émission, c'est vendredi. Donc, sans hésitation, si vous avez déjà l'annonce qui est prête, d'ici là, on la fera passer avec plaisir. Super. Merci beaucoup. Merci. Donc, Merci nous allons donc clôturer maintenant et je vais vous dire bonsoir à tous nos internautes, ceux qui nous ont suivis à travers Facebook, YouTube, Twitter et autres. Je vous dis bonsoir. Vous pouvez voir à partir de demain, 14h, la rediffusion de l'émission avec Madame Mioto Liolo, directrice de la Fondation Liolo. Et donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Encore beaucoup merci, Madame Mioto. Et pour les internautes, à très bientôt.